Surtout ne touchez à rien, on est là, on s'occupe de tout. Eux en particulier, Olivier L'Ancien et Claude Danican qui sourit à mes côtés. Allez, tout de suite, Politique Première, bonsoir. Bonsoir, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique Première. L'invité du soir est Adrien Baron, maire de la commune de Sainte-Rose, vice-président du conseil départemental. Il interviendra sur les grands dossiers du moment. Il nous dira quelle est la santé financière de sa commune, la question du climat, d'insécurité en marge des défilés carnavalex et également sera évoqué. Puis également, là, avec lui, on verra donc le conflit foncier qui touche sa commune. Adrien Baron, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir messieurs, bonsoir à la Guadeloupe. Tout d'abord, 14 000 foyers saint-rosiens sont privés d'eau et vous comptez porter plainte. Pourquoi? C'est quoi le problème? Le problème, c'est simplement que ça a trop duré, quoi. Je veux dire que, d'abord, moi, je suis pas en charge de la gestion de l'eau, mais j'ai quand même la responsabilité de la défense du peuple saint-rosien, en tout cas des habitants de Sainte-Rose. Et j'ai le sentiment que là, c'est un peu se foutre de la gueule du monde, pardonnez-moi de l'expression, parce que depuis un moment maintenant, ça fait maintenant 3 ans qu'il y a des dysfonctionnements au sein du réseau. Comme par hasard, ça fait 3 ans que l'eau a été transférée. Bref, un peu plus que 3 ans d'ailleurs, pas loin de 4 ans même. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune solution en perspective. J'ai beau me plaindre gentiment, on me dit souvent que je fais des coups de gueule, etc., que c'est pas bien. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Donc, les gens payent ou des abonnements ou de l'eau. On sait même pas pourquoi. Des fois, à titre personnel, je me demande pourquoi les gens payent l'eau, d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais appeler à l'incivilité? On va me prendre pour un fou, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, à un moment, moi, je considère qu'il y a des personnes malades, des gens qui souffrent, des dialysés, des infirmiers, enfin bref, des personnes qui ont besoin de l'eau. Vous imaginez, ce matin, j'étais dans un quartier avec un de vos collègues. Il y a des gens qui me disent que ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas eu un filet d'eau. Est-ce que vous êtes personnellement impacté par ce phénomène? Nous sommes tous impactés à Sainte-Rose, tous. Et vous? Et je pense que les personnes qui pensent que on parle pour parler, c'est parce que ceux-là n'ont peut-être pas encore vécu ça, d'accord? Mais lorsque vous avez 14 000 personnes sur 20 000 ou 19 000 qui souffrent régulièrement de ne pas avoir de l'eau, qui sont privés 3-4 jours par semaine, parfois 5-6 jours, et d'autres carrément toute la semaine qui sont privés d'eau, mais à un moment, on fait quoi? On va continuer à s'amuser à ce jeu-là. Moi, sans vous couper, lorsque j'interroge la direction, lorsque j'interroge les élus, on me dit oui, bien sûr, ça va se régler. Alors moi, je dis pas qu'il faille traiter Sainte-Rose mieux que les autres, mais il faut pas les traiter non plus moins bien. Aujourd'hui, il y a une problématique que tout le monde connaît. Et je le dis très clairement, c'est de la négligence. Ce n'est pas un problème financier, c'est de la négligence. Ça veut dire que les cadres, aujourd'hui, qui travaillent dans cette institution, ne font pas leur boulot. Je prends ma responsabilité en disant cela. Vous parlez du SEAG, bien évidemment. Du SMGAG, du syndicat de l'eau. Ouais. Et est-ce que, justement, avoir cette posture-là aujourd'hui, c'est pas de la démagogie, vraiment, de stratégie pour... Vous n'avez pas à me dire que j'ai pas essayé de discuter avec eux, quand même. Ouais. Moi, il y a un groupe où il y a des élus, là, avec les administratifs, etc. Je lance régulièrement des alertes pour dire, là, il y a tel problème. On me dit, vous inquiétez pas, ça va se régler. Vous inquiétez pas, ça va se régler. Mais, en réalité, ce que je fais là, c'est pas pour moi. Mais je le fais pour la population. Il n'y a pas de démagogie ni électorale ni quoi que ce soit. Je vous rappelle que j'ai quand même la charge de défendre les intérêts de cette population. Alors on me dit que c'est pas moi qui gère l'eau, c'est vrai. Mais pour autant, si je ne dis rien, ça veut dire que je considère que cette situation-là n'est pas désagréable et que j'ai pas le droit d'intervenir. Non, moi je n'accepte plus ça. Je le dis très clairement et je le dis en forme de menace parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Il faut respecter les gens, il faut respecter une population, il faut respecter des personnes âgées. Et je suis vraiment en colère parce que c'est pas la première colère que je fais contre le SMGAG. Et vous savez, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bricolage. Ils viennent, ils bricolent un petit peu, comme ça vous oubliez, et puis après c'est fini, on n'en parle plus. Là, ils vont revenir encore demain, après-demain. Ils vont recommencer à bricoler, et puis après ils vont penser, mais là, je vais pas les lâcher. Là, maintenant, il faut qu'ils me proposent des solutions pour cette population, parce que nous payons l'eau comme tout le monde. Il n'est pas question que le paiement de l'eau des Saint-Rosiens puisse servir à servir les autres. Adrien Baron, vous avez décidé, vous envisagez de déposer plainte contre le SMGAG. En cause, ce sont des usines qui ne fonctionneraient pas bien, si j'ai bien compris? Je parle bien de négligence. Je pèse bien mes mots. Et ce matin, j'ai pu le constater avec un certain nombre de techniciens qui me disent, par exemple, que ça fait 2 ans qu'ils ont signalé une panne. 2 ans. Messieurs, 2 ans quand même. Pour une pièce qui ne vaut pas plus de 5 ou 6 000 euros. D'accord? Alors, moi, je veux bien comprendre qu'on ait des problèmes si c'est 2 millions, 3 millions. Mais pour 5 ou 10 000 euros, vous mettez
7000 personnes en difficulté de manière régulière. Est-ce que c'est acceptable, ça? C'est pas normal, ça. On peut pas, dans ce pays où on a autant de problèmes, continuer par négligence. Alors, est-ce que c'est par je m'en foutisme? J'en sais rien. Mais moi, je dis un truc, là. Le cadre qui est en charge de ce dossier-là va m'entendre. Le type qui est en question, qui est chargé de ce dossier-là, il est jamais descendu à l'usine lui-même. Là où je suis allé ce matin pour aller chercher les techniciens qui étaient là, il est jamais venu lui-même. Mais parce que je les ai interrogés, parce que je vois bien que on est descendu dans une voiture, mais le type n'est jamais venu là. Donc, il veut régler le problème, il n'est jamais allé sur place. Comment voulez-vous qu'il puisse comprendre ce qui se passe? Et lorsque les gars lui disent ce qu'il faut faire, il prétend que ce n'est pas ça. Ce n'est pas acceptable. Moi, je suis fatigué de dire les choses. Il faut maintenant que les gens puissent prendre leurs responsabilités. Alors, demain, je sais que le SMGAG se réunit. Ils n'ont qu'à prendre ça pour trouver une solution. Ils trouvent des solutions pour d'autres. Alors qu'ils trouvent des solutions pour Sainte-Rose. Je ne dis pas que nous voulons tout, mais nous voulons le minimum. Voilà. On le sait. Vous êtes peut-être en train là de jouer coup de double et de compte, puisqu'on sait que vous avez soutenu votre premier adjoint à la présidence de Henri Yacou, à la présidence du syndicat. Est-ce que c'est pas quelque part non? Non, vous savez, moi, je suis un vrai Guadeloupéen. Alors d'abord, évidemment, je suis d'abord un vrai Saint-Rosien, vous comprenez? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon. Et puis, je n'ai pour l'instant qu'un mandat local qui est à Sainte-Rose. Je défends les Saint-Rosiens. Donc, ça aurait été, Henri Yacou, ça aurait été la même chose. Et peut-être pire, j'ai envie de vous dire. Parce que ça aurait été encore plus grave qu'un Saint-Rosien puisse traiter les Saint-Rosiens comme ça. Donc, bon, Dieu, j'espère que ce qu'il n'a pas fait ça. Bon. Non, je n'ai aucun problème avec Ferdi-Louisi. Je n'ai aucun problème avec le directeur du SMGAG. Je pense d'ailleurs que Ndegodo, c'est un gars qui est de bonne constitution. J'ai des problèmes sur le résultat. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir qui sont les hommes qui dirigent aujourd'hui le SMGAG. Ce que je veux, c'est qu'on puisse donner de l'eau aux gens. Et je pense qu'il y a des possibilités de le faire. Si c'était un problème qui exigeait 6 mois, 10 mois, 1 an de travaux, j'aurais pu comprendre parce que je suis pas plus bête que les autres. D'accord? Donc je peux comprendre qu'il faille attendre parfois lorsque c'est nécessaire. Mais pour changer une pièce, monsieur Danican, qui vaut 5 000 €, je vous le répète, s'ils veulent, j'achète la pièce au niveau de la ville, je sais pas moi. Enfin, je veux dire que si j'ai un problème pour acheter 5 000 € de pièce, que j'achète la pièce et qu'ils la montent. Mais au moins qu'ils puissent régler ce problème-là pour ne pas mettre 7 000 personnes en difficulté, alors qu'on sait qu'il y a déjà une usine qui ne fonctionne pas et qui met 7 000 autres personnes en difficulté. Vous imaginez les gens de Cadette, de Bis, de Bonne, du Portail, de Cacao, de Débauché. Ces gens-là, vous savez, 3 jours par semaine de manière systématique. Ça veut dire que bon, il n'y a pas de calcul à faire. Ils savent que pendant 3 jours par semaine, ils n'ont pas d'eau. Mais est-ce qu'on les défalque ça de l'abonnement qu'ils payent? Mais à aucun moment. Donc ils payent pour les autres alors. Ce sont c'est quoi? C'est des moins que rien? Alors moi, je les appelle plus des abonnés, c'est des abandonnés. Il faut arrêter ça, c'est pas possible. Vous dites comme l'État que c'est au niveau organisationnel, au niveau de la gouvernance du syndicat mixte de gestion de l'eau que ça pêche s'ils ne sont pas au fait des choses? Ndegodo n'est pas un mauvais gars. Lui, c'est un politique, donc il est comme moi, j'ai pas de commentaire à faire sur ça. Je dis qu'aujourd'hui, les types qui encadrent cette institution doivent prendre leurs responsabilités et faire le boulot. Il n'y a pas de problème d'argent au SMGAG, il n'y a pas de problème de présidence, il y a un président, tout est organisé. Que chacun... Problème de compétence et de conscience professionnelle. Certainement. Et parce que quand on parle de négligence, il y a une question fondamentale qui est celle de la conscience professionnelle. Parce que désolé, mais ces gens-là, ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Je suis désolé, ok, de le dire comme ça. Donc, tout le temps, on met en cause toujours les mêmes personnes. Ok, c'est soit les politiques, ça. Mais pour une fois, je dis pas que c'est les politiques. Mais je dis aussi aux politiques de prendre leurs responsabilités. D'accord? Parce que si vous êtes, moi je suis maire d'une commune, s'il y a un dysfonctionnement dans mes services, je fais ce qu'il y a à faire. Je vais pas demander aux gens leur avis lorsque je dois prendre des décisions, fussent-elles difficiles. Aujourd'hui, le peuple guadeloupéen a besoin de respect. D'accord? Moi, je considère qu'aujourd'hui, sur la question de l'eau, on ne respecte pas le peuple guadeloupéen. Alors, pour les grosses problématiques, les problématiques qui exigent du temps, tout le monde doit comprendre. Mais pour les petites choses, messieurs, pour les petits détails qui pourrissent la vie des abonnés, il faut arrêter ça. Ce n'est pas la première fois que vous frappez du poing sur la table, Adrien Baron, concernant notamment la sécurité. À Sainte-Rose, vous aviez aussi à l'époque frappé du poing sur la table sur ce problème de sécurité. Vous avez rencontré le général ou le commandement de la gendarmerie nationale. Vous avez signé un partenariat. Est-ce que cela fonctionne dans votre commune? Merci de m'interroger sur ça parce que c'est un vrai sujet. Et vous voyez, quand on veut que ça fonctionne, ça fonctionne. Hier soir, par exemple, nous avions, en fait, pendant tout le week-end, on avait un carnaval qui était chaud quand même, avec 4000 carnavaliers,
le dimanche, 3000 le samedi. Bon, c'était quelque chose quand même qui était lourd, avec 30 000 personnes dans la ville. Vous savez quoi? On a eu 0 incident. Parce qu'on a mis en place un fonctionnement, un dispositif lourd, il est vrai, avec la gendarmerie, la police municipale, qui actuellement travaillent ensemble, donc qui ont mis en place une forme d'organisation. Nous avons, évidemment, il faut le faire, vous n'avez pas le choix, mais des moyens lourds aussi pour louer les services d'agents de sécurité, et ça a très bien fonctionné. On a eu 0 incident. Alors je touche du bois, merci certainement Seigneur, je ne sais pas qui d'autre, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Mais c'est le fruit de notre travail. Et c'est pour ça que je dis que quand on est rigoureux, parce que vous savez, nous avons déjà tellement de problèmes dans ce pays-là. On parlait d'eau tout à l'heure. Lorsque vous êtes dans une institution qui a des soucis, la première chose que vous devez faire, c'est être rigoureux. Moi, j'étais à la tête d'une ville qui avait tous les problèmes du monde, qui avait 20 millions de déficit lorsque je suis arrivé. Eh bien, j'étais hyper rigoureux, hyper concentré sur mon sujet, parce que je savais que le moindre dérapage pouvait me conduire à des situations plus difficiles. Lorsque ça va mieux, vous pouvez un peu vous décoincer. Mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui. Et sur la question de la sécurité, moi, je l'ai déjà dit, les jeunes qui sont dans la rue, ce sont nos enfants. On peut pas cracher sur eux. Alors, il faut mettre en place des systèmes pour qu'ils puissent, pour les maîtriser, évidemment. Mais derrière ça, il faut pas les traiter comme des animaux non plus. Et je crois que bon, on a mis en place un fonctionnement aujourd'hui qui correspond à peu près à ce que nous voulons. Alors maintenant, c'est pas gagné. Hein. Le boulot est difficile et long encore, surtout dans nos cités. Parce que la vraie problématique, ce sont nos cités aujourd'hui qui sont laissées pour compte. Ce sont nos cités qui sont pas entretenues. Moi, je suis en train de faire une opération à Bébel-Sainte-Rose. Mais quand j'ai vu, lorsque la première pelle est passée, j'ai vu le nombre de déchets qu'il y avait cachés dans les herbes et tout ça. Mais je me dis, mais nous traitons les gens comme des cochons. Mais si on traite les gens comme des cochons, vous comprenez pas qu'ils vont nous renvoyer cette violence-là? C'est encore un abandon, cette fois, de l'État? Alors, pas un abandon de l'État. Moi, je mets jamais l'État en cause. Vous savez pourquoi? Moi, je n'ai aucune difficulté à travailler avec l'État. Hein. Et je crois que c'est trop facile de dire que c'est l'État. Hein. Nous, quand on a un problème ici, on dit c'est l'État. C'est pas vrai, c'est pas l'État. L'État fait son boulot. L'État fait son boulot. L'État fait son boulot avec ses moyens. Le préfet, lui, il répond à un certain nombre de directives ministérielles, on lui met des moyens en place, mais ils sont pas plus mauvais que ça. C'est nous qui sommes en responsabilité, qui devons agir. Puisque nous avons aussi des moyens pour pouvoir agir. Quand je dis par exemple que les programmes de la politique de la ville pour le département et la région sont complètement insuffisants, mais personne ne m'entend, tout le monde s'en fout de ça. Mais comment le département et la région peuvent être aussi insuffisants sur la politique de la ville alors que c'est la politique de nos quartiers? Alors parce qu'on a décidé que c'est une compétence de l'État, bon on s'en fout, on laisse l'État faire ça. Mais au contraire, nous pourrions nous approprier ce secteur-là, investir massivement parce que les quartiers c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je vous dis quelque chose. 70% de la délinquance vient de la tenue de nos quartiers. Un enfant, si vous le mettez dans un environnement malsain, mauvais, sale, tout ce que vous voulez, eh bien, il n'est pas dans de bonnes conditions pour fonctionner. Prenez-le, mettez-le dans un autre environnement. Mettez-le avec d'autres personnes. Mixez-le, comme on dit. C'est pas toujours aussi facile, là, et c'est simple que ça. C'est évidemment. Oui. Mais qui a dit que c'était facile? Ouais. Mais c'est des objectifs. Mais si on commence pas par quelque chose, M. Danican, comment on peut faire? Moi, je leur ai proposé de faire des expérimentations. Prenons 2 ou 3 territoires expérimentaux. Bon, Sainte-Rose, moi, j'en ai fait un territoire expérimental. De gré ou de force, peu importe. Mais ça, c'est mon choix. Mais je dis qu'on peut choisir pour qu'on me dise pas que bon, bah, on veut que c'est Sainte-Rose pour tout but, etc. OK. Faisons une expérimentation à Guayave, faisons une expérimentation à Pointe-à-Pitre ou je ne sais où. Nous sommes en train de construire des futurs ghettos en Guadeloupe, parce que nous négligeons nos quartiers. Et je vois des programmes, j'ai vu un programme qui est en train de se construire à Sainte-Anne actuellement. 300 logements sociaux. Par un bailleur. Vous savez quoi? Une concentration, une ghettoisation. Je dis rendez-vous dans 20 ans et vous allez voir ce que ça va être. Si jamais on n'a pas très tôt, d'abord si on ne crée pas de mixité dans ce truc-là, et d'après ce que j'ai compris, c'est mais ça pose aussi conflit de la mixité parce que certaines personnes ne souhaitent pas avoir avec eux des gens qui sont. C'est pas vrai. C'est compliqué. Si vous créez des logements mixtes à la base, je vais vous dire quelque chose. Il y a aucune difficulté. Partout où il y a de la mixité, ça fonctionne. Et je vais vous dire une chose. Partout où il y a de la mixité, il n'y a pas de vandalisme. Toutes les expériences qui sont menées aujourd'hui, vous savez pourquoi la mixité ne fonctionne pas? Ça coûte plus cher. C'est plus facile pour un bailleur d'aller taper sur la LBU à 90% ou à 100% de financement pour un logement. Il a rien à faire que d'aller chercher des logements intermédiaires qui, eux, sont financés à 40%. Vous voyez? Donc, parce qu'il faut aller chercher les 60% restants. Et cela, il faut aller chercher chez la région, le département, l'État, sur d'autres fonds, les fonds verts. Qui donne à ces familles bailleurs le foncier et l'autorisation de faire? Et alors, les communes, les privés. En tout cas, les communes délivrent les permis. Mais écoutez, moi, depuis que je suis là, j'ai jamais délivré de permis. Bon, ça, je vous dis ça. Et j'ai déjà dit à tous les amis bailleurs que j'ai que je ne vais jamais délivrer un permis pour des logements sociaux à Sainte-Rose si c'est pas sur un programme qui est organisé. Mais c'est exactement ce que je dis. Le bailleur, lui, il va voir
les communes, il va avoir des privés qui ont des terrains. Il met en place son programme. Parce que, bon, comme je vous dis, c'est plus facile d'avoir des financements pour les logements qui sont sociaux, très sociaux. D'accord, je comprends ça. Il faut que nous puissions nous occuper des personnes qui sont en difficulté. Mais pour que nous puissions donner un sens à la vie de ces gens-là, faisons en sorte qu'ils ne soient pas entre eux-mêmes. D'accord? Parce que c'est facile de les parquer quelque part. Très facile. Après, vous savez, on les oublie, là. On les oublie parce qu'on ne va jamais là. Hein. Nous, là, nous trois, là, nous ne pas là. Bon, quand il a parce quand même, mais sinon, nous ne pas là, ou pas entrer là, ou juste pas entrer là. Donc, on croit oublier eux là, on croit laisser eux, mais entre-temps, il croit rester entre eux, et là, ils ont décidé de sortir dehors, et ben, ils croient manger au dehors là. Parce que vous pas venir voir, ben, ils venir voir. Et ben, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions prendre en charge, prendre en main nos quartiers. Et puis ça, c'est aussi la beauté de ce pays de Guadeloupe. Nous avons un territoire qui est extraordinaire. On peut pas laisser des poches de misère comme ça où nous avons honte d'aller et d'assumer ce que nous avons fait, nous politiques. C'est ça aussi le truc. Il y a le problème aussi de l'insertion. Au département, vous êtes en charge de cette insertion. Vous aviez émis l'idée d'avoir une expérimentation au niveau du RSA avec une activité. Le gouvernement a suivi, ou en tout cas a pris cette même disposition. Mais c'est un dispositif qui est lourd à mettre en place. France Travail, les syndicats de France Travail affirment ne pas avoir les moyens de mettre tout ça en œuvre. C'est vrai, c'est complexe parce qu'en fait, 15 heures d'activité par bénéficiaire du RSA, il faut trouver de l'activité, il faut trouver les moyens pour pouvoir gérer ça. Alors, nous, vous avez raison de le dire, nous sommes territoire expérimental. En tout cas, la ville de Sainte-Rose est territoire expérimental et une petite partie du sud Basse-Terre. Bon, nous sommes en train d'organiser ça. On a signé les conventions avec le département et France Travail. Nous sommes en train de mettre en place les premiers, on va dire les premières ébauches pour le fonctionnement. Ça va être difficile, mais vous savez quoi, comme c'est une expérimentation, on va pas réussir à 100%, mais on va y arriver. L'idée, en fait, ce n'est pas de faire travailler les bénéficiaires du RSA, c'est pas ça. Et pour rien, puisque bon, il y a certains qui disent, ah ouais, vous avez fait un travail, alors qu'en fait, c'est pas ça. Non. L'idée, c'est de permettre à cette personne-là d'être dans une certaine dynamique. De ne pas rester là comme ça, de manière, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a imposé que ces personnes-là soient inscrites, à France Travail. Parce qu'avant, ils n'étaient pas obligés d'être inscrits. Donc, en fait, si vous n'êtes pas dans parce que le revenu de solidarité, il vous entretient le temps que vous puissiez trouver du travail. Donc c'est une démarche volontaire pour sur le chemin, la voie de l'insertion. Bien sûr. Et c'est ça en fait. Et donc nous, ce que nous faisons, nous partenaires, France Travail, département, etc., c'est que cette personne-là, nous la portons, nous la mettons dans des entreprises, dans des cycles de formation très courts. Bref, c'est une employabilité, une mobilisation qui permet à cette personne-là, à un moment, de rencontrer des gens. Prenons un exemple. Nous avons lancé une expérimentation où sur les grands événements, nous avons des volontaires, on les dégrève de peu de sous, mais qui sont là sur les événements qui aident. Par exemple, le Tour, par exemple, hier, le carnaval. Donc, des jeunes qui sont bénéficiaires du RSA, qui sont sur le circuit, qui rencontrent des chefs d'entreprise, qui rencontrent l'organisation. Vous savez, le fait de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, eh ben vous pouvez sortir, émerger du lot et quelqu'un peut vous remarquer. Par exemple, nous, quand on travaille avec quelqu'un, si la personne répond à des conditions, eh ben vous allez pouvoir penser à elle si vous avez un truc. Vous voyez, c'est ça, c'est de sortir de l'enfermement qui est l'isolement de la recherche de l'emploi. Et je crois que nous devons, nous, expérimenter au maximum, faire en sorte que nos chefs d'entreprise jouent le jeu avec nous. Parce que ça aussi, c'est important. Les chefs d'entreprise doivent comprendre aussi qu'ils ont une responsabilité sur le marché de l'emploi. C'est de jouer le jeu avec les institutions. Mais comment comprendre, Adrien Baron, que des jeunes ont besoin de partenariats, notamment dans leur formation, lorsqu'ils ont besoin de formation pour accompagner leurs études, qu'ils ne trouvent pas de partenaires entreprises ou d'associations pour Vous avez raison, mais ça c'est un problème français. Je suis scandalisé par ça. Ça c'est un sujet essentiel. J'ai proposé d'ailleurs au président Osbar l'année dernière que nous puissions recruter 100 personnes en contrat d'apprentissage ou d'alternance. Bon, j'avoue que ça coûte cher. C'est vrai que bon, lorsque vous êtes sur un cycle universitaire qui est autour de Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, ça coûte cher. C'est vrai, ça coûte environ 30 000 € rien que pour la formation. Donc c'est vrai que bon, tout le monde peut ne pas y accéder. Mais je prends l'inverse. Un contrat d'apprentissage, par exemple, pour des formations courtes ou pour des formations, par exemple, sur des métiers très manuels qui tournent autour d'1 an, 2 ans. Normalement, on doit être en capacité de pouvoir trouver des entreprises pour ça. Les entreprises refusent, pourquoi? Parce que c'est très mal financé. Et c'est là où je dis que bon, l'entreprise ne peut pas faire si jamais elle n'a pas les moyens de faire. Donc nous, collectivité, c'est 2 choses.
ou nous mettons en place un programme pour recruter un maximum de jeunes en situation d'apprentissage, ou sinon nous mettons un programme d'aide en place. Et moi, je suis plus favorable à un programme d'aide, parce que je ne vais pas créer des fonctionnaires qui vont rien faire après. Vous voyez? Vaut mieux qu'il y ait des personnes qui soient formées dans des entreprises, donc qui préparent des métiers et des diplômes qui sont liés à des activités, et que nous, collectivités, que nous financions. Parce que l'État, le système français n'est pas très comme ça. Le système américain est très prononcé sur l'entreprise. Vous voyez, lorsque vous faites des études aux États-Unis, la moitié de votre temps, vous êtes en entreprise, même sur les universités nationales. Nous, on est plus sur un schéma différent, où l'alternance n'est pas devenue quelque chose de complètement légitime. Mais moi, je milite fortement pour ça. Donc, si l'État n'est pas en capacité de le faire, là encore, créons des lignes, nous, au niveau des collectivités territoriales. Et moi, je suis capable de le faire à Sainte-Rose. Et si on demande aux communes de faire un effort, nous créons des lignes et nous abondons aux aides pour les entreprises pour leur permettre de recruter ces jeunes-là. Là encore, vous avez peut-être que M. Danigan va me dire que je dis ça, c'est facile. Bien sûr que c'est facile. Vous savez quoi? Ça n'a rien d'extraordinaire. Il suffit de décider budgétairement combien de personnes que vous voulez financer. Si vous dites que c'est 100, le truc coûte 10 000 euros. C'est 1 million d'euros qu'on met sur le budget. Terminé. Et sur un budget de 900 millions, 2 milliards comme la région et le département, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés à faire ça. Parlant d'efforts et de budget, vous avez présenté il y a quelque temps à grand fort de communication la situation financière de votre commune. Cela n'a rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel. C'est même le devoir d'un chef d'édilité que de maintenir les comptes à flot, en équilibre. Donc, oui, c'est... Qui vous a dit que c'était extraordinaire? Non, je le dis, puisque... Ah oui, bien sûr, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Mais je le dis tous les jours. Ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Donc vous avez corrigé... Vous savez ce que j'ai fait? Vous avez corrigé les erreurs des autres? Non, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai simplement respecté des recommandations qu'on m'avait imposées. Bon, alors c'est vrai que j'ai fait lourd, hein. Je suis allé très loin, hein, quand même, dans les mesures que je faisais. Donc, quand vous êtes face à une situation comme ça, il y a un seul élément qui peut vous perturber. C'est votre manque de volonté, ou sinon... la peur de devoir affronter le peuple sur ces questions-là, les questions de rigueur, parce que vous savez, on n'aime pas la rigueur beaucoup. Moi, j'ai choisi d'être clair avec la population, de leur dire la vérité, de leur dire, bon, écoutez, c'est deux solutions. C'est où maintenant, pendant 2-3 ans, on fait des efforts colossaux, et après, on obtient une ville qui sera en capacité de se réorganiser pour l'avenir, ou sinon, on continue comme ça, et on prend une quinzaine d'années pour sortir du rouge tranquillement. Ah ben non, pas du tout. Moi, je suis un homme d'action. Vous pensez que la population a compris et que... Mais les gens de Sainte-Rose sont fiers, M. Danican, aujourd'hui. Ils sont extrêmement fiers. Moi, je le sais, je le sens. Et ça n'a rien à voir avec ma personne, comme je le dis. Les gens de Sainte-Rose sont fiers parce que Sainte-Rose était devenue une commune où il ne faisait plus bon vivre, où les gens, où on nous critiquait surtout, on se foutait de notre gueule pour tout. Aujourd'hui, vous savez quoi? Tout ce qui se passe à Sainte-Rose est bien. Est beau, est bon. Et vous? Alors évidemment, il y a des choses malheureuses qui se passent, il y a des enfants qui meurent, il y a la criminalité, bon, tout ça, c'est normal. Mais nous avons une ville qui renaît, qui revit, et avec une équipe municipale. Et tout ça, c'est grâce à vous. Pas que moi, mais enfin, je pense que je suis un animateur de cette affaire-là. Et bon, il faut mais vieux dossier qui n'est peut-être pas de votre fait, vous n'avez pas peut-être la main pour agir, c'est la question du foncier qui oppose le grand propriétaire foncier Hubert de Jam et les agriculteurs. Cela revient encore sur le tapis. Vous avez bon espoir que ça va se régler un jour? Non, moi j'ai coupé les ponts avec ces gars-là. D'abord, premièrement, ils me parlent pas, ils me disent pas bonjour, ils m'insultent quand ils me voient. Mais pourquoi les gars, il n'y a pas qu'une seule personne, qu'une partie dans cette affaire-là? Il y a deux parties. Il y a le... Mais attendez, écoutez, je vais vous expliquer. Moi, M. Dejam ne m'a jamais rien demandé. D'ailleurs, je n'ai aucun contact avec M. Dejam. Alors, c'est ça qui les embête un peu, les gars, parce qu'ils cherchent partout, ils pourraient trouver un trafic, une espèce de connivence que j'aurai avec Dejam. Bon, alors, je saurais de leur dire que je n'ai aucune relation avec M. Dejam. Bon. Mais moi, je respecte M. Dejam comme étant un homme Saint-Rosien, citoyen, qui malheureusement pour eux, et heureusement pour lui, moi j'en sais rien, qui a les papiers de ses terres. Bon, moi, comme je disais hier, je suis ni procureur, ni président de tribunal, ni préfet. Je ne peux faire que ce qu'il est possible. Aujourd'hui, le syndicat me demande de dire qu'ils sont propriétaires des terres. Mais à quel titre que je fais ça? Alors, je vais faire un faux, je vais faire quelque chose. Alors, Pierre, mais moi qui, Jean-Luc Nestor, avait alors. Alors, on fait n'importe quoi, puis on fout la jolle, et puis après, moi, dit que Jean-Luc Nestor dit qu'on sait qu'il est propriétaire. Non, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, il y a un litige qui oppose deux parties, tout le monde sait. Alors, les gars, vous savez, ils bluffent, ils racontent tout n'importe quoi. Ils ont fait un meeting là, en France, ils allaient annoncer des choses extraordinaires.
Mais en réalité, ce n'est rien du tout. Il y a rien de nouveau. Et il y a de la manipulation. Monsieur Nestor manipule les gars comme depuis longtemps. Mais ça, c'est leur problème parce que moi, je leur ai proposé une médiation. Moi, je considère qu'on ne peut pas traiter un problème si toutes les parties ne sont pas réunies. Ils ne veulent pas rencontrer Monsieur Dejam. C'est exclu. Je leur ai proposé de racheter les terres et que nous puissions lancer une démarche avec Monsieur Dejam pour racheter les terres et leur mettre les terres gratuitement. Ils m'ont dit non. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je suis pas un homme qui peut inventer n'importe quoi ou faire n'importe quoi. Le maximum que je puisse faire dans cette affaire-là, c'est de proposer à ce que M. Dejam puisse vendre des terres à la ville ou au conseil général ou à l'État, peu importe, et que nous puissions rétrocéder les terres aux agriculteurs. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez proposer de mieux lorsque vous proposez ça? Eh bien, ils refusent ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est des gens qui veulent vraiment régler ce problème-là? Si c'est pour régler le problème de la colonisation française, de la guerre, de l'esclavage, etc., moi, c'est pas mon registre, ça. C'est pas mon registre. Ça fait partie de l'histoire. Donc, je vais pas remettre en cause le truc de M. Dejam sur des questions qui me concernent pas. Voyez-vous? Autre dossier, Adrien Baron, c'est cette évolution institutionnelle ou statutaire, en tout cas de la gouvernance de la Guadeloupe. Beaucoup ont pris position. Vous, quel serait votre souhait dans ce dossier-là? Bon, alors, je vais m'exprimer sur ça. Je l'ai rarement fait. J'ai le sentiment que c'est un sujet sur lequel les Guadeloupéens s'en foutent royalement. Bon. J'ai vraiment ce sentiment-là parce que vous savez, on est tellement assaillis par des difficultés que les Guadeloupéens ont le sentiment que nous sommes un peu, vous savez, un peu sur les nuages, quoi. Ça veut dire que bon, on pense à des choses que eux, ils ne pensent jamais. Et que lorsqu'il faut penser à ces choses-là, nous, on est un peu hors sujet. Voilà. Bon, alors maintenant, il faut quand même avoir une position sur le sujet, mais je suis persuadé, si on demandait aux Guadeloupéens aujourd'hui leur priorité, je pense que l'évolution institutionnelle arriverait en 5e ou en 6e position. On les a interrogés sur ça. Mais votre position, vous savez pas. Alors voilà. S'il fallait les conseiller, parce qu'il faut avancer sur ce dossier-là. Moi, je considère qu'effectivement, on le voit aujourd'hui dans le fonctionnement entre le département et la région, qu'il est compliqué si vous n'avez pas deux institutions qui sont complètement complices. Il est compliqué de mener le pays dans une même et seule direction. Voyez-vous? Bon. Donc, je serais favorable à une institution unique pour permettre d'avoir une politique globale qui soit efficace. Mais attention, l'avantage des deux collectivités, c'est aussi la question du contre-pouvoir. Très souvent, vous avez une collectivité, qui permet l'équilibre de l'autre. L'une permet l'équilibre de l'autre. Et je pense que les Guadeloupéens aiment bien un peu ça, quoi. Ça veut dire que faut pas monsieur faire trop couillon parce que monsieur qui a les oreilles, il faut pas etc. Vous voyez, cette espèce d'équilibre que nous avons grâce à ces deux institutions, je pense que les Guadeloupéens aiment bien ça. Mais moi, je pense que ça nous empêche quand même d'aller plus loin. Donc, oui pour éventuellement une assemblée unique, mais tout en étant persuadé que les Guadeloupéens sont bien loin de ces préoccupations-là. Et du coup, il y a des discussions qui sont entamées. Il y a peut-être un prochain congrès dans quelques semaines. Je suis pas dans les commissions. Alors évidemment, je vais faire mon travail d'élu, c'est normal, et je vais le faire d'ailleurs. Je pense que les propos que je viens de tenir ne vont pas faire plaisir à mon président, parce que je sais qu'il est très engagé sur le sujet. Mais moi, vous savez, j'aime bien entendre les gens, sans faire de démagogie, parce que je pense que vous avez raison, monsieur Danican, c'est complètement nul, ça. Mais sans faire de démagogie, il faut quand même écouter les gens. Il faut les interroger, savoir un peu quelles sont leurs préoccupations. Et lorsque vous interrogez les gens qui sont proches de vous, ou moins proches de vous, et que vous avez le sentiment qu'ils vous prennent pour un espèce de mec lunaire, quoi. Mais pourquoi il vient me parler de ça, ce gars-là? J'ai pas d'eau chez moi, j'ai pas d'électricité, je mange mal, je travaille pas, mon fils ne peut pas payer ses études, et il vient me dire qu'il a besoin de plus de responsabilités. Alors que finalement, c'est le vrai sujet, parce que certainement que plus de responsabilités nous permettrait d'aller plus loin dans nos politiques publiques. Mais le problème, c'est qu'il y a le moment, quoi. Le moment, lorsque le peuple est en crise, et notamment crise économique comme aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir lui parler d'évolution institutionnelle. Mais ce ne sera jamais le moment, d'autant que il y a des moments. La question serait d'abord la confiance. Vous savez, il y a 4-5 ans, le moment était idéal, parce que nous étions dans une situation, on va dire, globalement, socialement et économiquement, qui était pas satisfaisante, mais qui n'était pas aussi dégradée qu'aujourd'hui, puisque nous n'avions pas subi la crise du Covid, nous n'avions pas subi la crise économique de 2023. Donc, il y a des moments qui peuvent être favorables. Ce sera le mot de la fin. Merci une nouvelle fois, Adrien Baron, d'avoir répondu à notre invitation. Politique Première revient lundi prochain.